Écoutez, bienvenue pour cette seconde e-conférence organisée avec nos amis de Grenoble École de Management, conférence qui portera aujourd'hui sur la notion de l'éthique du care et du management. Conférence organisée, donc, comme je le disais, par Grenoble École de Management et la marque que nous allons présenter dans quelques instants quand le slide va arriver. Et Dieu sait qu'il va arriver vite. Hop. Hop, nous y sommes. Donc, c'est les aléas du direct. Donc, concernant la marque et la présentation, si le slide veut bien pouvoir avancer, c'est un peu, écoutez, c'est pas grave, on va faire sans. On va dire que c'est un peu comme peut-être le mariage de la carpe, voilà, et j'ai du bruit, je sais pas si c'est chez moi. Alors ça c'est, je sais pas si c'est une petite musique d'enfant, je sais pas d'où elle vient, mais a priori, elle est de la chambre où je suis. On est de la carpe et du Daniel, je vais lapin. te laisser présenter le temps que voilà, c'est ça. Donc, nous parlions effectivement du mariage de la carpe et du lapin. Mariage de la carpe et du lapin, pourquoi? Puisque la marque, comme vous le savez probablement pour bon nombre d'entre vous, c'est une association, certes association à but non lucratif, mais qui réunit surtout des acteurs de la relation client, donc, dont le quotidien est vraiment d'aller de répondre à des clients, de manager des services clients, d'identifier des stratégies relationnelles, expérientielles, comme on dit. Et cette association s'est fait fort depuis une quinzaine d'années, finalement, d'aller traquer un sujet en particulier qui est l'insatisfaction, plus particulièrement la réclamation. Que faire de l'insatisfaction client lorsqu'elle est remontée à l'entreprise? Et donc, c'est tout l'enjeu de cette association, de réunir ces différents acteurs pour aller transformer ce fameux pépin en pépite. Donc, c'est une petite communauté d'alchimistes tournée très métier. Et puis, mariage de la carpe et du lapin, pas tant que ça finalement, puisqu'on a l'habitude de travailler avec GEM. Et donc, mon cher Daniel, je t'invite peut-être à présenter Grenoble. Alors, je ne sais pas si je me présente en tant que carpe ou lapin, mais en tout cas, voilà. Bon, sors de ton terrier. Quant à vous, participants, je vous laisse choisir entre Courtis et Moore, sachant que la coupe de cheveux parle d'elle-même, n'est-ce pas, Marie-Louise? Il l'est. Donc, avec Grenoble École de Management, bon, je passe rapidement sur ce que vous voyez en bas, 6e école française, 25, 50 dans le monde. Non, ce qui est moins connu peut-être, et j'en ai pour juste 10 secondes, rassurez-vous, c'est de parler de la formation continue, parce que ça vous concerne beaucoup plus directement. Et donc, oui, certes, on a des élèves en formation initiale, mais aussi beaucoup de gens en formation continue, avec en moyenne 50 programmes par an, plus de 5000 participants et de très nombreux partenaires, beaucoup d'entreprises, mais aussi des organisations, donc plus de 400 partenaires. Et surtout, on est très content de travailler avec la marque qu'on connaît bien. Du coup, on a l'occasion, à l'occasion de ce cycle de conférences, de pouvoir faire un point, si je veux dire, sur un certain nombre de sujets ou plutôt des questions, des inquiétudes qui ont été remontées par nos membres et puis plus largement par l'ensemble de la profession sur cette séquence qui est pour le moins délicate, chahutée, compliquée à manœuvrer pour vous en tant qu'acteur et manager de la relation client. Et donc, il y a 6 conférences qui vous ont été proposées pour essayer d'identifier 6 clés, pour essayer de vous faciliter un petit peu les jours, les semaines et les mois à venir. On a pu parler la fois précédente un petit peu de ce fameux client zéro qui est soi-même, comment essayer d'arriver à se retrouver pour être en capacité d'agir sur les autres. Et puis aujourd'hui, il y a justement peut-être plus agir sur les autres, cette notion de soin, cette notion de care. Et donc, on aura le plaisir d'accueillir dans quelques secondes Christelle Pujol qui nous parlera en tant que directrice de TGV Ouest sur la manière dont elle a pu peut-être amortir, rebondir sur la séquence plus que délicate qui lui est donnée de vivre à elle en tant que directrice d'établissement, je crois à peu près un peu plus de 1500 personnes dont elle a la charge et puis tous les clients qu'on peut imaginer. Donc tout d'abord, on débutera par un retour très opérationnel avec également des pistes, des solutions, des astuces concrètes pour que vous puissiez vous en inspirer. Et puis dans un deuxième temps, on aura le plaisir d'accueillir, on pourrait même dire de retrouver Benoît Méronin, qui est un vieux complice de la marque depuis de nombreuses années. On a pu faire de multiples choses ensemble et il se présentera tout à l'heure pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et puis là, vous voyez rapidement 4 autres rendez-vous dont le prochain a lieu le 19 mai avec le compère Daniel qui apparaît à l'écran et la Maïf, notamment pour aborder un point qui est que beaucoup d'entre nous nous disent on sait qu'on va être très fortement attendu par rapport à nos codires sur la notion de la relation client. Il risque d'y en avoir pour le tout pour la trésor. Et donc, on va essayer de répondre à cette crainte collective pour vous donner des éléments pour que vous puissiez être en capacité de répondre justement à ces codires, à ces comex et ces injonctions. Et donc, Nicolas de la Maïf vous apportera également son expérience au sein de la direction sociétaire. Voilà, je vous propose qu'on rentre dans le sujet, dans le dur. Voilà, en 4 minutes, on vous a posé un petit peu les contours.
Donc, on a le plaisir d'accueillir Christelle. Christelle qui va apparaître à l'écran d'une seconde à l'autre. Voilà, Christelle qui est là. Bienvenue Christelle, heureux de te retrouver. On avait eu le privilège, la chance de t'accueillir il y a 7 mois. C'était en physique. On avait pu se retrouver chez Orange Campus. Aujourd'hui, ce sera en numérique, mais sache que l'attente, mais aussi l'attention est tout aussi présente. Donc, un tout petit peu moins, je crois, de 20 minutes, c'était ce qu'on s'était dit pour ce témoignage, qui ensuite sera complété, si j'ose dire, par une personne que tu connais très bien, qui est Benoît. Voilà, promis, je m'efface, je te laisse la parole. Et par avance, et encore merci Christelle. Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous. Je suis très contente de participer à cette conférence avec en effet un complice de longue date qui est Benoît Méronin et maintenant avec la marque qu'on a initié donc ces échanges, partager avec vous voilà, mon expérience de ces dernières semaines. Donc rapidement pour vous dire, tu l'as dit Marie-Louise rapidement, je suis directrice d'établissement, ça veut dire directrice du TGV Ouest et de façon très opérationnelle en fait. Mon terrain de jeu, vous voyez, c'est 1400 collaborateurs dans les métiers de la relation client, donc des vendeurs, des agents d'accueil, les contrôleurs, les chefs de bord que vous voyez dans les TGV, sur TGV et dans un territoire très diffus puisque TGV Ouest, c'est la Bretagne et les Pays de la Loire. Donc, par nature, notre quotidien est pas toujours en contact direct. Donc, le contact à distance, ça fait un moment qu'on le pratique. Pour me présenter rapidement sur mes convictions. En fait, je connais Benoît depuis longtemps parce que ça fait longtemps que je travaille le CARE et comment intégrer dans le quotidien cette attention vers nos collaborateurs en étant persuadée que pour changer une culture, quand on vient d'une entreprise industrielle comme la mienne, donc à la SNCF depuis 15 ans, j'essaye de travailler les métiers en contact. Et la question, c'est comment on prend soin de nos agents pour qu'ils prennent bien soin de nos clients et le tout génère de la satisfaction et donc du business et c'est notre raison d'être. Donc, je travaille ce sujet depuis plus de 15 ans maintenant avec la conviction qu'un chef est modélisant et que tout ce qu'il fait se voit et se traduit au quotidien. Et donc, il est important qu'il soit bienveillant, mais aussi très exigeant parce que souvent, on dit le CARE, c'est un concept un peu bisounours. Alors, moi, je sais qu'on peut penser ça, mais croyez-moi, mes collaborateurs ne démentiraient pas sur mon niveau d'exigence quant à la performance de nos résultats. Mais pour ça, il faut donner le sens, avoir un cap, donner des responsabilités et des marges de manœuvre en vrai, faire confiance. Voilà, je travaille beaucoup, la prise de recul. Je fais du prendre soin, un engagement dans le management au quotidien en disant il faut l'incarner au plus haut niveau de l'instance où on travaille pour que ça se diffuse et que ça aille jusqu'à nos clients. Ça, c'est mon fil conducteur depuis toujours, en tous les cas, depuis que je suis manager, j'ai été chef d'équipe et puis voilà, maintenant directrice d'établissement. Donc, je m'y efforce et ça porte ses résultats. Donc, on a vécu quoi? On a vécu depuis quelques années dans mon métier la transformation donc des métiers en contact, c'est ce que je vous disais. On se souvient des images des agents SNCF un peu bougons, un peu renfermés, qui n'avaient rien à faire du client. On a travaillé, réorganisé, fait évoluer les métiers en contact, fait beaucoup de productivité aussi. Et concrètement pour moi, en 2017, on a lancé la ligne à grande vitesse. Et donc cette année, l'année 2020, c'était notre année. En fait, c'était l'année où on allait devenir des champions. On a vu nos résultats progresser depuis 2017 très fortement. Et cette année, on s'était dit, ça y est, c'est sûr, ça va être notre année, on va remporter tous les prix, toutes les médailles, sauf que, boum, badaboum, le 16 mars, confinement, arrive la crise. Et quand on est dans un métier en contact avec le client, on se prend de plein fouet et l'impact business et l'impact du risque sur ce fameux Covid par rapport à nos équipes et l'impact bien sûr de comment on s'organise, comment on continue une activité, comment on continue à faire tourner des trains tout en mettant nos clients et nos équipes en sûreté par rapport au virus.
Et là, je dois dire que mon premier sentiment au bout de quelques jours, si je devais le qualifier, ça serait sidération et consternation. Moi, j'ai eu ce sentiment à la fois d'être entourée, parfois d'être comme les hamsters. Je vous ai mis 3 illustrations en fait de ce que j'ai ressenti. Les premières semaines, j'avais l'impression que j'étais moi-même entourée de hamsters qui couraient dans des roues, mais je savais pas trop où on allait. J'ai trouvé qu'on avait réinventé le concept du shadok. On pompait, et on était très agités et on passait beaucoup de temps à travailler. Voilà, je faisais rouler 2 TGV par jour entre la Bretagne et Paris et entre les Pays de la Loire et Paris. Et pourtant, croyez-moi, on cavalait beaucoup. Et j'avais aussi le sentiment parfois, quand on se posait des questions, de dire est-ce qu'on peut poser une question? Et c'était bah non, mais tais-toi et rame, c'est la dernière illustration. On rame dans le vide, mais on continue de ramer. D'ailleurs, je vous propose, si vous aviez, ça m'intéresse d'avoir un mot, un adjectif pour qualifier le sentiment que vous avez, vous, eu dans cette période du début de crise. Voilà, sur le chat, si vous voulez bien partager avec nous, si vous deviez qualifier ce que vous avez ressenti. Et donc, voilà, du surnaturel, on partagera après. Mais voilà, merci pour vos contributions. Et on fera une petite synthèse tout à l'heure. Marie-Louise nous fera une petite synthèse. Du coup, moi, voilà, j'avais des agents, des clients, un nouveau monde. Et très vite, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il allait falloir rebondir, mais surtout développer de nouvelles compétences. Et assez vite, et je confirme maintenant avec un tout petit peu de recul, c'est que au final, c'est, je pense, un des moments les plus durs de ma carrière humainement, parce qu'il faut trouver le chemin face à la peur. Et vous savez, alors en plus, quand on est dans une entreprise comme SNCF, on sait toujours qu'il y a des gens qui abusent, qui essayent de tirer le système, etc. Et qui prennent toute opportunité pour esquiver le travail. Sauf que face à ce risque sanitaire, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi-même, j'ai une relation que je ne sais pas expliquer, mais très compliquée à tout ce qui est médical. Voilà, ça me crée une phobie. Bon, voilà, il faudra un jour que je me fasse analyser sur le sujet, mais je vis avec depuis toujours. Et ça m'a donné une sensibilité particulière quand les gens ont commencé à dire « mais j'ai peur de venir travailler ». Et donc là, il y avait 2 options. Soit on délivrait des injonctions du travail. En gros, on rentrait dans une procédure juridique en disant bah, où tu viens travailler, ou ça va se traiter par du disciplinaire, ou on trouvait un autre chemin. Et croyez-moi, les avis d'ailleurs divergeaient beaucoup. Et c'est là où je me suis aperçue qu'en fait, la compétence de funambule allait m'être très utile, à condition de la développer très vite, pour s'adapter et partir du principe que les agents ne sont pas des fraudeurs. Je dis souvent à mes agents, tous les clients ne sont pas des fraudeurs. Et donc, adaptez-vous et ayez l'intelligence de situation pour vous adapter aux clients. Et bien là, il a fallu aussi être dans l'intelligence de situation pour pouvoir détecter les gens qui tiraient au flanc et puis les gens qui étaient sérieusement inquiets pour leur santé. Et donc, protéger ces personnels, protéger les voyageurs, prendre en compte la peur de chacun et trouver vraiment le chemin, aussi prendre en compte les injonctions paradoxales, parce que pendant ce moment où on faisait les hamsters ou les shadoks, des injonctions à faire, il y en avait de partout. Et d'ailleurs, très vite, les gens ont commencé à travailler la reprise alors qu'on n'était pas encore complètement remis de l'annonce de la crise. Enfin, voilà. Et ça, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, quand on parle de la responsabilité d'employeur, là, je l'ai vécu pour de vrai, la responsabilité d'employeur, en me disant, au final, celle qui représente l'entreprise par mon poste et par ma responsabilité, juridiquement, c'est moi qui suis responsable. Et donc, c'est à moi de trouver le chemin qui me paraît le plus juste et le plus, voilà, le meilleur
pour les équipes, avec moi le soutien de ma hiérarchie, mais même si je ne l'avais pas eu, c'était quand même mon rôle de faire ça. Donc, je vais partager avec vous le parcours que Benoît décrit souvent en marketing des services. Il y a des rituels, des preuves et des moments de vérité, et je me suis aperçue que en fait, tout ça peut être totalement transposé en management. Ce qui nous a rendu très forts, c'est les rituels qu'on avait habituellement, bien ancrés, se sont renforcés. On a l'habitude de travailler avec du management visuel et du brief 5, des méthodes d'excellence opérationnelle. En fait, ils se sont très vite déployés à tous les niveaux avec une fréquence qui est passée de l'hebdo au quotidien. Et ces rituels, en fait, dans l'accélération de leur fréquence, ont créé une boucle qualité d'efficacité que moi, je n'avais jamais rencontrée parce que c'était partager à tout moment le sens, rassurer, fixer un cap, faire remonter les irritants, décider, traiter, faire redescendre. Et donc, les rituels qu'on a en place au quotidien dans une équipe, des rituels managériaux, moi, je trouve sont des véritables fondations pour piloter la crise, renforcer le collectif et du coup renforcer le leadership. En s'appuyant sur ces rituels, on a travaillé les preuves. Les preuves, en fait, concrètes de cette incarnation du care. En disant comment on intègre le care au quotidien, en vrai, dans nos équipes. Alors, comme c'est quelque chose que je travaille beaucoup, ça me donne, toutes les équipes savent que j'y suis sensible et donc j'ai une certaine crédibilité, mais il reste toujours des détracteurs et dans les collaborateurs et dans les managers qui parfois se disent mais est-ce que tout ça est vraiment bien utile? Et ben, ça a été l'occasion, cette fois-ci, d'incarner vraiment cette logique du care. Pour vous donner quelques exemples, et on pourra y revenir, en fait, on a mis en place des preuves hebdomadaires. Tous les agents, les 1400, ont eu au moins un contact hebdomadaire avec leur manager. Et tous les agents qui sont venus travailler dans cette période ont été accompagnés physiquement par un manager. Moi, j'ai mis en place, au départ, ce n'était pas fait exprès, mais ça s'est pérennisé comme ça, un contact direct avec l'ensemble de l'encadrement de l'établissement tous les lundis à 14h. Et c'est devenu un rituel qui, je pense, va durer dans le temps parce qu'il amène énormément de choses. Ensuite, il faut communiquer. Enfin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a communiqué de façon très, pas tous les jours, très ciblée à des moments clés pour dire merci et pour informer tous les agents de où on en était et les mesures qu'on prenait pour eux, à tel point qu'on s'est dit, ben, on va lancer une enquête. Mes équipes ont dit, une enquête, t'es sûr, mais ça va être horrible, ils vont nous dire que c'est affreux, qu'ils vivent un enfer, un cauchemar, qu'on n'a pas été à la hauteur. J'ai dit, bah, écoutez, si on ne demande pas à nos collaborateurs s'ils vont bien maintenant, ça veut dire que toutes les autres fois où on voudra le faire, c'est du fake en fait. Donc faisons-le maintenant. Et demandons-leur ce dont ils ont besoin pour la reprise. Et pour la reprise, en fait, on a confectionné un kit individuel avec des agrès pour des mesures sanitaires et aussi des mesures de réassurance qui étaient adaptées à chacun des métiers de l'établissement et qui n'appartenaient qu'à nous. Et pour prendre vraiment en compte chacun, on a pris un temps avant de mettre les gens en poste. On a libéré tout le monde entre 2 heures et 1 heure en amont pour échanger, réaccueillir comme si c'était finalement la première fois que les gens arrivaient dans l'entreprise. Voilà, avoir ce temps d'accueil, d'échange et de feedback sur les mesures prises. Et enfin, le moment de vérité, en fait, c'est tout ça, qu'est-ce que ça a fait? Mais je me suis dit, le moment de vérité, ça va être le retour. Et en fait, on n'était pas sûr de est-ce que toutes les mesures qu'on avait prises allaient être les bonnes mesures, seraient appréciées à la hauteur de l'énergie qu'on y a mis. Et là aussi, c'est la première fois, et pourtant, vous l'avez entendu, ça fait longtemps que je travaille dans ce métier-là et dans ce secteur-là. Et ben, jamais je n'ai eu autant de retours positifs des agents, y compris les plus difficiles. Je vous ai mis une lettre d'un chef de bord qui est dans nos pires détracteurs
et qui spontanément a écrit pour dire, bon, je dis souvent que ça va pas en gros, hein, mais là je vous le dis, merci de ce que vous avez fait pour nous pendant et pour la reprise, pendant la crise et pour la reprise, parce que voilà. Et l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pareil, au lieu d'avoir beaucoup de retours, de feedback négatifs, on a eu énormément, mais comme vraiment on ne s'y attendait pas, de retours positifs. Et voilà, ça dit que quand un CODIR est aligné, quand un collectif fonctionne, quand la boucle qualité fonctionne et quand on a une attention pour de vrai vers les gens, il se passe quelque chose d'inédit qui finalement valait la peine que je développe ces compétences de funambule qui, je pense, me seront utiles pour la suite. Voilà le témoignage que je pouvais partager avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, ma chère Christelle, pour ce début de conférence, pour ce témoignage. Je vois le visage de notre ami Benoît qui apparaît pour justement cette seconde partie. S'il y a des questions voilà, que vous souhaitez poser à Christelle, n'hésitez pas à les formuler peut-être dès à présent dans l'onglet Converser. Ça permettra à Christelle, dans les minutes à venir, de se les approprier et de préparer, si j'ose dire, ses réponses pour le temps de questions-réponses à l'issue de cette conf. Benoît, je ne sais comment te présenter, tu as de multiples casquettes. Il y en a une qui, effectivement, on l'évoquait tout à l'heure, celle de professeur à Grenoble École de Management. Tu sévis également depuis 1 an et demi également à la direction d'un cabinet qui s'appelle Care Experience. Donc l'éthique du Care, le Care Experience, c'est quelque chose que tu connais. Tu as écrit également un certain nombre d'ouvrages, notamment sur le management, sur la notion du Care également. Peut-être en toucheras-tu quelques mots à l'issue de ta conférence. Même format, une quinzaine de minutes. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique Converser. À tout à l'heure, mon cher Benoît. Merci Marie-Louis et puis merci Christelle pour ce témoignage. Toujours passionnant, même si on se connaît effectivement depuis pas mal d'années. Donc, le prétexte finalement de cette rencontre et de ce binôme que nous avons proposé dans le cadre de ce cycle, c'est cet ouvrage qui est disponible et dans lequel tu as bien voulu, aux côtés d'autres professionnels, témoigner, porter ton témoignage sur ta vision du management avec cet éclairage particulier, effectivement, qui est l'éthique du Care. Alors, très rapidement, je voudrais partager avec vous, finalement, cette forme d'éthique. Mais avant de vous en parler plus précisément, je voudrais juste reposer quelques éléments de contexte parce que Christelle l'a dit, il ne s'agit pas aujourd'hui de parler du management comme on en parlait finalement il y a 2 mois, en faisant comme si c'était rien passé depuis quelques semaines. Il se passe effectivement des choses graves, une pandémie mondiale, et bien évidemment, elle n'est pas sans impact. D'une part, sur les métiers de service, et l'exemple de la SNCF est très parlant de situations dans lesquelles effectivement beaucoup d'agents manifestent un sentiment de peur à la reprise du travail dans un contexte de tension, un contexte compliqué avec ses règles sanitaires, etc. Et bien sûr, avec un métier où on brasse de l'humain au quotidien, donc c'est pas facile et c'est forcément anxiogène. Et puis, du côté du management, là aussi, beaucoup de peur, beaucoup de crainte dans le fait de reprendre aussi l'activité quand il y a reprise, en adoptant, en ayant la bonne posture, en étant au bon niveau par rapport à son équipe. Alors, cette logique du Care, elle est pas liée à la pandémie. Je vous ai mis ici quelques points, quelques illustrations. Je ne vous montrerai pas toutes, il y en a beaucoup. Et simplement pour dire que, bien sûr, il y a une pandémie et plus que jamais, elle a mis en avant cette notion de Care, cette notion d'éthique du Care dont vous avez probablement entendu parler. Nous lancerons tout à l'heure un petit sondage d'ailleurs à ce propos. Mais vous le voyez dans les différents points que je mentionne, on voit bien que depuis déjà un certain nombre d'années, il y a des tendances de fond qui font que finalement, on est confronté à des évolutions sociétales qui amènent dans l'entreprise finalement leur lot de fragilité, de vulnérabilité. J'en cite ici quelques-unes. La monoparentalité. De nombreuses femmes élèvent seules leurs enfants avec des difficultés sur le plan économique. Et bien évidemment, tout ça, c'est un impact sur leur vie professionnelle. Notre pays est un pays qui vieillit, donc les seniors représentent là aussi un enjeu fort, notamment pour les actifs qui sont aidants d'un proche en perte d'autonomie. Nous sommes aujourd'hui un peu plus de 4 millions d'actifs en France à devoir prendre soin de nos aînés. Et là aussi, ça a des incidences sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. La dissociation des lieux de vie et des lieux de travail avec le confinement, le développement du télétravail, c'est à nouveau un sujet qui est évidemment mis en lumière, mais on sait bien depuis un certain nombre d'années, et la crise des Gilets jaunes l'a bien montré, puisque au départ de cette crise, c'est bien un sujet qui est lié à la mobilité du quotidien, et bien cet éloignement entre le lieu où l'on vit et le lieu où l'on travaille et toutes ces problématiques de transport que Christelle connaît bien,
sont évidemment des sujets majeurs de stress, d'angoisse. Et une étude récente du ministère du Travail montrait qu'elle était aussi une des causes majeures des reproches, c'est le mot qu'ils emploient, qui sont adressés le soir aux proches qui peuvent avoir des soucis sur leur trajet du quotidien et donc avoir du retard, et notamment quand il s'agit d'aller chercher les enfants. Il y a une évolution très très forte du métier RH. On parle de marque employeur, on parle de transformation, on parle de parcours collaborateur. Là aussi, avec un renouvellement, l'arrivée de jeunes générations au travail qui ont des attentes, voire des exigences nouvelles vis-à-vis de leur employeur. Et là aussi, cette notion de care, elle a du sens. La RSE, qui est aussi un vrai sujet, on n'en a jamais autant parlé d'ailleurs depuis 2 mois, consistant à penser que ça peut être autre chose, effectivement, que quelque chose qui relève de la communication. Et puis, bien évidemment, beaucoup d'approches managériales. J'en cite quelques-unes à l'écran, qui toutes ont en commun, que vous parliez de libération, que vous parliez d'empowerment, de management bienveillant par les valeurs, de considérer que finalement, une entreprise, pour être pérenne, elle doit bien évidemment s'intéresser un peu à ses clients, mais qu'en amont, si elle ne prend pas soin de ses collaborateurs, eh bien, ça ne va pas pouvoir marcher très longtemps. Je ne l'ai pas cité également à l'écran, mais je pense également à ce qu'on appelle aujourd'hui le management altruiste ou l'entreprise altruiste. Bref, tout ça concourt à finalement nous positionner dans ce monde dans lequel finalement cette notion de prendre soin n'a jamais peut-être eu autant de sens. Alors, à ce stade, ça peut vous paraître un peu peut-être encore conceptuel. 2 exemples pour donner la parole finalement à des collaborateurs, parce que finalement, c'est eux qui en parlent le mieux. Le premier, il m'est cher parce qu'Alfi est une PME, c'est une entreprise du bâtiment, à peu près un peu moins d'une centaine de personnes aujourd'hui. C'est une entreprise du BTP, pas très loin de nous ici dans la région, donc du côté d'Aix-les-Bains. Et cette entreprise, dans le cadre d'une démarche de réflexion autour de cette éthique du care, a recueilli un certain nombre de témoignages. Et ici, vous avez le témoignage du cariste, cette personne qui est en train de charger le camion, et c'est lui qui s'exprime. Et vous voyez, il dit une chose qui est très belle et très simple. Il dit, moi, je fais en sorte de faciliter le travail du chauffeur, d'équilibrer les poids du chargement et les hauteurs pour qu'il puisse ensuite finalement faire son travail et qu'il n'ait pas de souci quelque part par la suite quand il prendra la route. C'est intéressant ce témoignage parce que lui, il n'avait jamais entendu parler d'éthique du care auparavant. Et quand il en a entendu parler, il s'est dit, mais moi, en fait, ça me parle, ça résonne parce que moi, spontanément, depuis toujours, la manière que j'ai de bien faire mon job, en fait, eh bien, quelque part, c'est cette forme d'éthique. On ne me demande pas, quelque part, d'être jusqu'à ce niveau d'exigence dont parlait Christelle, mais moi, je considère que bien faire mon travail, c'est d'avoir ce niveau d'exigence et penser à l'autre. Et l'autre, c'est ce chauffeur. Et ce chauffeur, il n'est pas salarié de l'entreprise, c'est un partenaire, c'est un prestataire même. Mais je considère que prendre soin et faire en sorte que lui n'ait pas de souci derrière sur la route. Et vous imaginez ce que ça peut causer comme souci, évidemment, ce type de chargement quand ça tombe sur le tour. Deuxième exemple, un grand parc de loisirs français, particulièrement apprécié des Français, qui a engagé, comme beaucoup d'entreprises maintenant depuis quelques années, une démarche autour de l'expérience client collaborateur et qui, en particulier, Christelle, j'y reviendrai tout à l'heure, parlait d'une enquête, d'un baromètre social, en tout cas d'une enquête collaborateur. L'entreprise, ce parc a procédé en fait à la même enquête et parmi les sujets qui sont remontés de façon tout à fait spontanée, il y a celui que j'ai mis en rouge en bas à gauche qui est très intéressant. Et les collaborateurs sont particulièrement sensibles aux personnes fragiles. Alors, ce qu'ils appellent en fait des personnes fragiles, c'est quoi? En situation de handicap, les femmes enceintes, les personnes âgées. Beaucoup de grands-parents accompagnent leurs petits-enfants. Et donc, pour eux, vous voyez, c'est quelque chose dont ils se disent être fiers. C'est-à-dire qu'il y a derrière un sentiment d'utilité. Ce n'est pas mon job, hein. Je suis agent d'accueil, je suis agent de sécurité, je suis agent de restauration, le parc gère lui-même donc un certain nombre d'hôtels et de restaurants. Eh bien, je considère que bien faire mon travail, me sentir utile, c'est en particulier, spontanément, apporter mon assistance aux personnes que je considère comme étant les plus fragiles. Voilà, simplement ces 2 exemples. Puis je terminerai par un troisième. On a beaucoup, évidemment, et on continue, et on va continuer à en parler, beaucoup parlé des soignants récemment. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans un hôpital où vous voyez beaucoup d'innovations. On travaille à l'hôpital, non pas l'expérience client, mais l'expérience patient. Et ici, dans cet exemple, eh bien, dans le parcours que nous avons les uns les autres, eh bien, quand on va voir nos proches, il faut, si on est en voiture, trouver une place de stationnement. C'est un petit détail dans l'histoire du parcours patient, mais du parcours accompagnant, mais qui est fondamental. C'est souvent des sujets d'irritants en fait, des personnes qui vont voir leurs proches à l'hôpital que de ne pas trouver en fait une place de stationnement ou de la trouver trop chère. Cette campagne donc d'affichage est destinée aux patients et à leurs proches. Et vous voyez ce petit crayonné qui dit « et le personnel, rien ». Parce qu'effectivement, il n'y a pas la même offre en miroir à destination en fait, des équipes qui galèrent au quotidien pour trouver une place de stationnement. Juste cette image pour se dire que le sujet du care, client et collaborateur, si on ne veut pas le traiter, j'appelle ça l'effet boomerang, de toute façon, il nous revient très vite au visage parce qu'effectivement, les équipes nous disent
c'est pas normal, c'est bien s'intéresser au public, aux clients, aux patients en l'occurrence, mais et nous, et nous. Alors j'en arrive en fait à cette forme d'éthique qui s'appelle l'éthique du care, qui c'est pas pour faire le malin, ou c'est pas pour jouer l'anglo-saxon, c'est parce que les philosophes en France en particulier qui contribuent à son développement l'ont appelée de cette façon-là, puisqu'elle vient des États-Unis, elle est née dans les années 80, ça s'appelait l'éthique du care, donc on a conservé ce terme qui n'a pas vraiment d'équivalent en français, l'éthique du prendre soin ou l'éthique de l'attention à l'autre, si on veut quelque part trouver quand même une forme de traduction. Je ne vais pas vous faire l'historique total. Début des années 80, une psychologue américaine, Carol Gilligan, qui publie un ouvrage, une réflexion d'essence féministe, et elle est la toute première véritablement à parler d'éthique du care. Et puis, cette réflexion va se poursuivre. Vous avez peut-être entendu parler, on a beaucoup redit ces derniers temps, Martine Aubry, 2010, qui parle d'une société du care pour la France, inspirée des travaux d'une spécialiste des sciences politiques américaine, Joan Tronto, qui avait publié quelques années auparavant une réflexion où elle intégrait en fait cette forme d'éthique de façon beaucoup plus macro sur le plan sociétal, sur le plan des sciences politiques, pour dire effectivement une société peut être ou ne pas être effectivement dans le care. Cette réflexion arrive en France par le biais assez naturellement du monde des soignants, du monde des soins. On va s'y intéresser un petit peu à l'hôpital. Je vous cite ici en particulier Cynthia Fleury ou Walter Esbin, dont les travaux font référence et qui sont passionnants. Et puis, tout le travail que moi j'entreprends avec quelques autres, c'est de regarder ce que cette forme d'éthique finalement peut inspirer du point de vue des pratiques du management. Alors évidemment, Christelle la première n'a pas attendu d'entendre parler ou de parler d'éthique du care pour être dans ce niveau d'exigence et d'attention simultanément, mais on sent bien que ça aide à mettre derrière une grille de lecture et que cette éthique, là aussi, permet de conforter et de rassurer peut-être un certain nombre de managers par rapport à leurs convictions quand on est à la fois dans l'exigence, mais aussi dans cette logique de l'attention à l'autre. L'éthique du care, la meilleure façon de la définir, c'est quelques mots-clés très rapidement. Le premier, c'est vulnérabilité. Là aussi, on a beaucoup parlé ces dernières semaines, mais ce n'est pas enfermer le concept de vulnérabilité aux plus âgés, aux plus faibles, aux plus malades d'entre nous, voire aux personnes socialement les plus en souffrance. Nous sommes, vous et moi, des êtres vulnérables. Nous l'avons été à la naissance et tout petits. Sans les soins de nos parents, nous ne serions pas là aujourd'hui, presque 80 à échanger autour de ce webinaire. Et puis, quelque part, nous sommes parfois malades, parfois nous rencontrons des périodes difficiles dans notre vie, le deuil, le divorce. Et puis, peut-être une fois âgés, nous aurons aussi nous-mêmes besoin d'assistance de la part d'autres personnes. Bref, à tout moment dans notre vie, évidemment avec des dosages qui varient, nous sommes et pourvoyeurs et récepteurs de soins. Cette dialectique, elle est fondamentale et elle fonde nos quotidiens. Il y a des enfants, il y a des parents. Nous sommes chaque jour dans cette logique, inscrits dans cette logique du prendre soin de façon complètement inconsciente. C'est bien là le sujet. Qui dit soin dit prendre soin, qui dit vulnérabilité, pardon, dit prendre soin, qui dit prendre soin dit interdépendance. C'est-à-dire que nous dépendons les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres tout simplement pour exister. Et ça, c'est fondamental parce que l'éthique du care, elle installe ce principe de réciprocité qui est fondamental. Je prends soin de toi, mais tu prends soin de moi. Je prends d'abord soin de moi parce que si je ne suis pas attentif à moi-même, je ne serai pas en capacité de prendre soin de toi. C'est aussi une éthique de l'attention à l'autre, donc c'est une éthique relationnelle. Les soins, ce n'est pas un truc abstrait, les soins, c'est prendre soin, c'est s'occuper du corps, c'est s'occuper aussi du bien-être mental des autres. C'est d'être dans une relation qui est une relation, la plupart du temps, de service. Et puis, c'est enfin une éthique qui place le sujet de l'écoute et le sujet de la reconnaissance aussi très, très haut, notamment la reconnaissance de la vulnérabilité, de nos propres vulnérabilités, mais aussi, bien sûr, la reconnaissance de celles et ceux qui, en particulier, prennent soin de nous et prennent soin de nos vulnérabilités. Alors, vous voyez, quand on commence à poser les choses comme ça, c'est intéressant parce que si je commence à aller maintenant progressivement vers le monde de l'entreprise, et vous allez voir à quel point ça fait écho avec les propos de Christelle, si on regarde ce que nous dit l'éthique du care de ce que sont finalement les principaux besoins de la personne, cette personne, vous pouvez l'appeler un client, vous pouvez l'appeler un collaborateur, vous pouvez l'appeler un citoyen, tiens. Il y en a 4, nous dit l'éthique du care. Le premier, il est tout en haut, et c'est le premier qu'a employé Christelle, c'est la confiance. Quel est le degré de confiance que moi j'ai en tant que personne vis-à-vis de mon collaborateur? Quelle est la confiance que mon collaborateur a vis-à-vis de moi en tant que manager? Et puis Christelle l'a dit, dans beaucoup de métiers c'est valable, quel degré de confiance avons-nous vis-à-vis de notre client qui, dans l'assurance ou dans le monde du transport ferroviaire, peut être potentiellement un fraudeur? Deuxième besoin, que ça m'a beaucoup parlé à travers l'enquête, c'est l'écoute. L'écoute qui est une posture. On est ou pas à l'écoute. L'écoute active, bien sûr. L'écoute qui est aussi, Christelle, sont aussi des rituels. Tu as beaucoup parlé de rituels. Écouter de façon régulière à travers un baromètre social ou tout simplement une posture, une porte ouverte
et donner la parole et être dans cette posture d'écoute, c'est aussi des choses qui se ritualisent à l'échelle de l'individu ou d'un collectif de travail. Et les enquêtes, évidemment, servent à ce travail. Christelle a parlé de donner ou de redonner des marges de manœuvre. Dans les entreprises, des grandes entreprises, très structurées, assez hiérarchiques comme celle dans laquelle évolue Christelle, évidemment, cette notion de marge de manœuvre, elle est fondamentale. Comment je redonne, nous dit l'éthique du CARE, de pouvoir d'agir en fait, aux personnes pour qu'elles soient en capacité de faire par elles-mêmes. Pourquoi devrions-nous considérer en entreprise que des gens ne sont pas en capacité de faire, alors même que dans leur vie au quotidien, ils ont des enfants, ils paient leurs impôts, ils ont un certain nombre de tâches qu'ils effectuent parfaitement bien sans avoir besoin d'être guidés, et qu'au travail, il faudrait effectivement tout leur. Et puis le dernier point, c'est le plus fondamental, et la colonne elle est assez longue, elle est bleutée, c'est la reconnaissance. Quel est le degré de reconnaissance que j'ai vis-à-vis des autres? Et en réciprocité, quel est le degré de reconnaissance dont j'ai moi-même besoin en tant que manager? Parce qu'un manager a aussi besoin de la reconnaissance. Et c'est très intéressant parce que Christelle, tout à l'heure, et tu l'as bien dit, dans l'enquête, et forcément, ça fait plaisir et ça fait du bien. Quand globalement, les équipes nous renvoient quelque chose qui est positif, quand le retour est positif, eh bien, c'est une forme de reconnaissance pour le travail que l'ensemble de la ligne managériale peut accomplir. Cette reconnaissance de chacun par chacune et de chacune par chacun, elle est fondamentale et elle fonctionne aussi en totale réciprocité. Voilà, je passe très très vite, mais c'était juste pour se réaligner par rapport à des points qui sont pour moi fondamentaux et vers lesquels l'éthique du CARE nous renvoie. Et vous le voyez à quel point, évidemment, ça colle bien avec la pratique et avec le quotidien d'un manager tel que Christelle nous l'a exprimé. J'en arrive vers la fin. Le temps est compté, c'est un webinaire, donc il faut respecter un timing, ne pas voilà, vous voyez, c'est toujours fastidieux ici, ça par l'écran, mais voyez, dans un autre ouvrage que j'ai publié avec deux compères l'année dernière, j'ai développé tout simplement cette grille de 10 registres d'action qui permet en fait de positionner quelque part le niveau de jeu auquel une organisation peut avoir envie de jouer quand elle veut intégrer en fait l'éthique du CARE. Vous voyez, il y en a 10. Et Christelle a insisté sur la notion de preuve. Pour moi, la notion de preuve, elle est fondamentale. Il y a les discours, et les discours sont très importants. Et Christelle, peut-être que dans les questions, ça serait intéressant que tu puisses aussi peut-être réagir sur tes prises de parole, la manière que tu as aussi de t'adresser, de parler en fait à tes équipes. C'est fondamental. Et au discours, il faut joindre évidemment les preuves. Et les preuves, elles passent par le travail sur la qualité des locaux. Christelle n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est fondamental. Ça parle par les petits gestes et les petites attentions du quotidien. Christelle a donné quelques exemples, mais aussi dans la période particulière que nous vivons, comment on ritualise, on installe, j'ai beaucoup aimé que ça dit, on réaccueille. Il faut réaccueillir en fait les équipes quand elles reprennent le travail. Il y a tous ces éléments-là, tangibles, ou en termes de rituel, ou en termes de posture managériale, sont autant de preuves pour les équipes. Et c'est bien la somme de ces preuves qui fera que le discours, effectivement, est entendable et crédible dès lors qu'on est exigeant du point de vue de l'expérience client et l'expérience collaborateur. Je ne développe pas plus loin, mais on a insisté particulièrement sur cette séquence, sur le petit cercle orange qui est celui donc du management. J'en arrive au mot de la fin. Je voulais terminer en espérant que vous soyez nombreux à répondre à la petite question que l'on vous a posée dans le sondage. C'est intéressant pour moi. Alors, vous voyez, vous êtes 78% à répondre que vous avez entendu parler de l'éthique du CARE. C'est super intéressant. La plupart d'entre vous, donc, en ont entendu parler. Je pense qu'il y a 2 mois, sans doute, cette proportion aurait été inversée. Vous auriez peut-être été 22%, seulement, si je puis dire, en avoir entendu parler, et majoritairement non. Donc, c'est malheureusement aussi des traces de l'époque d'avoir remis cette notion au centre du débat, mais j'espère que ce ne sera pas un phénomène de mode, mais quelque chose de durable. Je vais terminer par une note un petit peu humoristique. On aime bien ça avec nos compères de la marque et avec mon complice Daniel Ray. Si jamais vous vous disiez encore, mais c'est quoi encore ce truc qu'est l'éthique du CARE? Je ne suis pas sûr d'avoir compris totalement ce que nous a raconté Benoît Miranda depuis 20 minutes. Eh bien, vous voyez, c'est une annonce, une vraie annonce de recrutement. J'ai pris en photo. Nous recherchons des vendeurs et des vendeuses. Alors, commencer une carrière dans un monde fascinant où les horaires sont interminables, les payes sont ridicules, il y a de lourdes charges à porter, on travaille pour un CON, il n'y a aucun avancement possible, il n'y a aucun avantage, et puis il faut un bac+7 exigé. Donc, si tout ça vous intéresse, candidatez chez nous. Voilà. Pour dire que, voilà, même dans les campagnes de recrutement aujourd'hui, on peut retrouver, de façon un peu décalée, le souci qu'on peut avoir de l'attention à nos collaborateurs. Marie-Louis, j'en arrive donc à la partie qui te concerne pour l'animation des échanges avec nos participants. Déjà, merci beaucoup Benoît pour ce topo très clair, même si, comme tu le disais, moins de 20 minutes pour parler de l'éthique du CARE, ça relève de la gageure. Une espèce de synthèse humoristique également qui était évidemment empruntée à notre compère Gaps et qui, pour nous, avec Daniel, résumait bien la situation. C'était
Cette petite image sur la gauche, ça fait quoi d'être écouté, servi, satisfait? Parce que nous, à la production, 3 petits points, on voit le client qui lui est aux anges. Et côté prod, on est fouetté et on voit là tout le paradoxe qu'il peut y avoir dans nos entreprises où on chérit le client et souvent on maltraite énormément nos collaborateurs, nos équipes. Et puis de l'autre côté, un autre petit dessin tout aussi clair, c'est prix, qualité, délai comme d'hab. Et puis on voit en même temps le collaborateur qui lui est stressé, qui se dit stress, client, agression, etc. Du coup, merci tous deux. On va ouvrir un temps de questions-réponses, tant auprès de Benoît que de Christelle. C'était notre souhait, avoir 15 minutes d'échange. Nous les aurons. On a Daniel qui nous a rejoint aussi, qui relaiera également des questions qui auront été adressées sur le chat. J'en aurai une pour toi, Christelle. Je sais qu'on n'a pas pu l'aborder dans le temps de questions-réponses parce qu'il fallait arbitrer, mais tu nous as parlé lors de ton intervention en octobre dernier, je crois que c'était l'équation Barbara. Tu nous as dit aussi que finalement, être un manager tourné vers le care, ce n'était pas être un bisounours. On avait, nous, côté Amark, osé dire que c'était même plutôt bankable. Est-ce que tu peux nous dire peut-être en quoi, effectivement, le fait d'être tourné vers ses collaborateurs, sans évidemment sombrer dans l'hypocrisie, c'était quelque chose qui était sain et qui était rentable, si j'ose dire, pour l'organisation, puisque c'est quand même l'objectif de nos entreprises que d'être pérenne. En effet, depuis que j'ai rencontré, un jour, j'ai eu Benoît qui faisait le prof et moi l'élève, voilà, dans un truc de formation continue, je crois. Et vraiment, le fait d'expliquer ça, cette attention aux autres qui se rapportent directement sur la satisfaction client, ça a été un révélateur dans mon métier, sincèrement. Et donc, depuis, je m'efforce de travailler ce point et donc de façon sincère, la plus sincère possible, la plus incarnée possible. Et ça commence par les locaux, ça commence par dire bonjour, accessoirement. On commence par là, en fait, dire bonjour. Ça commence par tout un tas d'attentions jusqu'au moment de la crise où, vous voyez, il faut aller plus loin. Mais toujours, on a des pairs, on a des chefs, on a des collaborateurs qui disent tout ça, c'est une mode. Et donc, un jour, on a eu une patronne de voyage qui s'appelait Barbara Dalibar, d'où l'équation Barbara, qui est arrivée et qui dit, en fait, il faut vraiment qu'on s'occupe des collaborateurs. Nous sommes charge d'âme. Il faut qu'on s'occupe des collaborateurs. Donc, forcément, j'étais extrêmement attentive. Et comme elle est ingénieure, il fallait elle nous a théorisé tout ça en disant qu'il y avait des études, et donc les études existent, et qui montrent que, en fait, quand on gagne 2 points sur la satisfaction des collaborateurs, 2 points, donc dans les enquêtes internes, égale 1 point sur la satisfaction client, égale 1 demi-point sur la marge. Donc, parfois, ça vaut le coup, je crois que j'avais cité cet exemple-là, ça vaut le coup d'investir sur les croissants le matin quand on a une réunion, parce qu'à la fin, ça se retrouve dans notre business. Et c'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité. Et ça se retrouve aussi, Benoît l'a dit, dans ce cercle vertueux aussi du management, parce que le management, parfois, c'est un peu ingrat, c'est parfois un peu difficile. Mais les feedbacks qu'on a des équipes sur ce qu'on fait, forcément, nous encouragent à continuer. Et comme ça, des résultats concrets sur la production et sur les indicateurs de production et de qualité de l'entreprise, forcément, tout ça ne fait qu'alimenter une machine très vertueuse. Je crois même que tu avais pris l'exemple du café, me semble-t-il. Il n'y avait probablement pas qu'au siège à Paris ou à Saint-Denis, d'ailleurs, où le café était bon et qu'il n'y avait pas de raison que tes équipes ne puissent en boire. Benoît, par rapport à cette remarque ou par rapport à d'autres questions qui ont pu être posées, ou peut-être Daniel, souhaites-tu relayer une question? Du coup, je vais peut-être me tourner vers toi, Benoît. Oui, je suis sûr que Christelle apportera également sa patte, si j'ose dire. Et également, tout à l'heure, Christelle parlait de la nécessité d'être, finalement, de la bienveillance sans exigence. C'est peut-être une certaine forme de lâcheté que de dire on est bienveillant avec nos collaborateurs, etc. Mais finalement, sans exigence, il y a peut-être une lâcheté qui se cache. Toi, comment tu articulerais justement, et c'est la question d'un participant, d'articuler bienveillance et exigence? Comment ça peut s'incarner tout ça sous l'aune du care? Voilà. Alors déjà, il y a 30 secondes. Non, mais d'abord, je pense qu'il y a une notion de maturité, de travail sur soi. Je pense que ce qui est important à un moment donné, c'est de savoir exactement où on en est et pourquoi finalement on fait ce métier de manager.
quand on écoute Christelle, on sent qu'il y a quelque part une vocation, et Christelle, tu le dis très bien quand tu racontes ton histoire, il y a une rencontre avec un métier passion, comme ça que tu le dis, qui est le métier de manager. Le drame, on le sait bien en France, c'est que beaucoup de managers ne font pas ce métier ni par passion, ni par vocation, et parce qu'à un moment donné, ça fait partie du chemin obligé pour progresser dans l'entreprise. Ça, c'est le premier drame auquel on est confrontés les uns les autres. Tant qu'on ne donnera pas effectivement la possibilité d'avoir des chemins d'évolution dans l'entreprise qui passent pas obligatoirement par la voie du management ou qui passent par la voie du management, mais modulo un accompagnement, parce qu'on peut être né manager, mais moi, je fais partie des gens qui pensent que manager, c'est un vrai métier. Or, en France, très souvent, on continue à penser que manager, ce n'est pas vraiment un métier. Commissaire aux comptes, c'est un métier. Acheteur, c'est un métier. Responsable du système d'information, c'est un métier. Manager, c'est un métier. Eh bien oui, c'est un métier. Et c'est un métier qui est très engageant. C'est un métier qui prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Donc, à partir de là, effectivement, il faut quand même être au clair quand on fait ce métier-là. Après, la limite, effectivement, c'était la limite qu'on va poser déjà vis-à-vis de soi, hein, de son propre care à soi. C'est-à-dire, à un moment donné, on doit d'abord aussi surveiller nos propres compteurs à nous, d'être aussi dans ce rapport d'exigence et de réciprocité. C'est-à-dire, et si elle le disait, bien sûr, je suis attentionné vis-à-vis de l'équipe, mais j'attends aussi, et c'est normal que l'équipe le soit vis-à-vis de moi. Et c'est ça, pour moi, quelque chose qui décale ou qui doit décaler dans l'éthique du care, c'est d'avoir aussi ce contre-pied qui est de dire, ce n'est pas seulement le manager au service de son équipe, comme on nous l'a un peu appris, par exemple, à travers le servant leadership, mais c'est aussi l'équipe au service de son manager. Et ça marche tout le temps dans cette logique de réciprocité. Et c'est pareil pour la reconnaissance. Jusqu'où ne pas aller trop loin quand on veut reconnaître? Moi, je pose aussi la question en sens inverse quand j'ai des managers dans une salle. Je leur dis, mais vous avez besoin de quoi pour être reconnu? Et à votre avis, votre boss, il a besoin de quoi? Parce que penser qu'effectivement, seuls les collaborateurs ont besoin de reconnaissance, c'est une illusion. Le besoin de reconnaissance, c'est un besoin inhérent à l'être humain. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Axel Honneth, qui est un philosophe et sociologue également, qui crée toute une théorie de la reconnaissance qui est formidable, qui m'inspire énormément. Et on a un besoin de reconnaissance qui est inhérent à la nature humaine. À partir de là, si on n'est pas au clair et si on ne l'assume pas en tant que personne, en tant que manager, comment alors peut-on être au bon niveau et au rendez-vous dans l'identification et l'accompagnement de notre équipe par rapport aux propres besoins de reconnaissance, encore une fois, de chacun? Voilà, je n'ai pas de recette miracle par rapport aux questions. Et c'est évidemment ce cheminement sur soi. C'est la connaissance aussi de cette grille de lecture qui nous vient des sciences humaines et sociales. Il faut d'abord s'appliquer à soi. De quoi j'ai besoin, moi, pour me sentir en confiance, pour me sentir écouté, pour avoir effectivement la marge de manœuvre dont j'estime avoir besoin et pour être reconnu. Et comment je crée les conditions pour mon équipe autour de ces 4 points fondamentaux qui marchent évidemment au système de façon à ce qu'elle se sente écoutée, reconnue, etc. Et Christelle, et on ne s'est pas concerté là-dessus, mais elle est spontanément, et tu nous as spontanément présenté le contexte en ces termes-là, et on voit bien que cette grille de lecture, en gros, on a résolu 80-90% en fait, des sujets dès lors qu'on est aligné, soit par rapport à ça. Et puis, bien sûr, travailler avec son équipe, la mettre en conscience, partager ces éléments-là avec elle et lui dire, tiens, qu'est-ce que vous en pensez? Et le besoin de reconnaissance et l'écoute. On est au bon niveau pour bon niveau. Et vous, comment vous m'écoutez? Comment vous avez envie d'être écouté? Voilà, on est entre adultes, on conscientise, on parle et on en fait un sujet. Peut-être, je vais mettre. Daniel, en fait, on ne t'entend pas, mon cher Daniel. C'est que j'ai réactivé le son, mais quelqu'un d'autre l'a fait en même temps. Ça y est, c'est bon. Bon. Oui, Christelle, il y avait plusieurs questions autour de ça, et j'avais la même d'ailleurs. Ce que vous avez dit est extrêmement intéressant de ce qui a été fait pendant la crise, les rituels, les preuves. C'est vraiment très, très intéressant. Il y a plusieurs questions qui portent sur ça, c'était pendant le crux, entre guillemets, de la crise. Maintenant qu'on est dans une autre forme de crise, le déconfinement, qu'est-ce que ça devient? Ça se maintient? Ça se casse la figure? Comment ça vit, ça, finalement? C'est une question à laquelle on a commencé, nous, à travailler. Et je vous disais, donc, on avait en place des rituels. On travaille la mise en place de l'excellence opérationnelle. Donc, vous savez, c'est point 5. La tradition de l'excellence opérationnelle qui marche bien dans les usines, c'est tous les jours. Forcément, quand vous dites à un directeur d'établissement ou même à des managers d'équipe, tous les jours, on va faire un point 5. En principe, vous avez un gros succès d'estime. Et puis, vous ne trouvez pas les indicateurs quotidiens. Enfin, voilà, ça ne marche pas. Donc, on arrive bien à l'hebdo, et d'ailleurs, ça dure 1 heure et pas 5 minutes. Là, on l'a fait tous les jours. Et vraiment, l'alignement de tout en bas, on a traité à chaque niveau les irritants. On a fait remonter au-dessus de ma tête. On a décidé en codir, le codir de l'axe atlantique, en fait, dans lequel est TGV Ouest. On a donc fait remonter les irritants, traité, décidé d'actions qui sont redescendus aussitôt. Tous les jours,
ça a donné un alignement dans les pratiques, une équité aussi dans les attentions qui étaient portées aux agents, inédite. Souvent, quand on fait des baromètres internes, les agents ils nous disent qu'on n'est pas très équitable. Alors moi, ça me fait toujours mal au cœur, mais en même temps, ils nous le disent, donc c'est la vérité. Et en effet, chaque directeur d'établissement fait aussi, vous voyez bien que moi, je suis hypersensible au cœur, forcément, sur ces sujets-là, j'ai des meilleurs résultats que des directeurs d'établissement qui ne sont pas sensibles au sujet. Et dans une crise, c'est quand même bien d'avoir cette équité de traitement sur les mesures qu'on prend pour prendre soin et rassurer nos agents. Donc, le fait d'avoir cette boucle qualité qui a été hyper efficace, moi, je trouve que ça nous challenge. J'en ai parlé au-dessus de moi en disant, et puis aussi, vous savez, bon, parfois, quand on est en région ou quand on est en opérationnel, il y a le monde vu de Paris ou le monde vu d'une direction, mais qui est parfois un peu décalé de la réalité qu'on vit. C'est notre job de traiter les injonctions paradoxales, mais voilà. Et bien de faire cette boucle quotidienne, en fait, ça réduit absolument cet écart qu'il peut y avoir parfois entre ce qu'on voit quand on est tout en haut et ce qu'on voit quand on est tout en bas. Les deux n'étant pas péjoratifs. Du coup, ça, moi, je veux vraiment le garder et j'ai pas plus tard que cette semaine dit à mon équipe qu'on allait continuer ce point quotidien, mais qu'on va le continuer de mon point de vue, vraiment même quand on va sortir de la crise. J'ai retravaillé le management visuel pour qu'il soit adapté à ce qu'on vit maintenant et qu'éventuellement il puisse perdurer au-delà. Forcément, c'est extrêmement frustrant parce qu'il faut qu'on passe d'un point d'1 heure à un point de 30 minutes. Donc, ça veut dire que tout le monde ne parle pas, ça génère des frustrations. Mais voilà, c'est ces sujets-là qu'il faut qu'on mette sur la table pour dire que ça n'enlèvera pas des réunions hebdomadaires, ni des réunions mensuelles, ni des points ensemble où on a vraiment le temps. Mais qu'est-ce qu'on retire de ce quotidien qu'on veut pérenniser? Et puis aussi, qu'est-ce qu'on va garder? Je pense que les détracteurs sur le CARE, quand les détracteurs, par exemple, le point toutes les semaines avec l'ensemble des managers de l'établissement, d'abord, ça peut mettre les managers intermédiaires, mais N-1, en sentiment de dire pourquoi elle leur parle en direct, elle ne nous fait pas confiance. Évidemment que si. Mais sauf que eux, à l'autre bout, ils entendent une directrice d'établissement et des dirigeants d'unité totalement alignés, on raconte la même chose. Et quand on est récepteur, c'est hyper rassurant. Et qu'est-ce qui se passe? Les agents entendent la même chose aussi. Et donc, c'est hyper rassurant. Et donc, pérenniser ce point direct entre les managers opérationnels et moi, je pense que je vais le laisser. En gros, dans une année avec un terrain diffus, forcément, j'ai beau organiser, je ne les vois pas toutes les semaines. Et parfois, on veut le bien, le meilleur. Le meilleur, c'est de se voir en vrai. Sauf que quand on est 1400 sur un terrain diffus, c'est très compliqué. Et se voir tous ensemble, toutes les semaines ou tous les 15 jours, allez, peut-être une fois par mois, même à distance, comme on le fait là, ça a de la valeur, ça a beaucoup de valeur et ça en a eu pour eux. Ils l'ont exprimé, ça en a pour moi. Donc ça, typiquement, je pense que c'est quelque chose que je vais garder. Merci Christelle. Alors du coup, pour ne pas qu'il y ait de frustration, tout à l'heure tu as posé une question Christelle sur la manière dont les personnes avaient pu percevoir justement la crise. Alors il y a il y a des dizaines et des dizaines, donc certains, vous en voyez peut-être quelques-uns qui sont adressés aux participants, mais il y en a beaucoup qui s'adressaient uniquement aux conférenciers. Donc a priori, vous avez été beaucoup plus nombreux à répondre à cette question qu'à celle de Benoît. Donc, il y a une notion de surnaturel, des notions d'étrange, des notions de frustration, des notions de prendre du temps, de résilience. Il y avait des questions aussi à l'inverse, qui étaient un peu la version de Yin et de Yang, des opportunités, de l'innovation, possibilité de sortir des sentiers battus, marge de manœuvre. Donc, on voit qu'il semble y avoir une espèce de tectonique des plaques avec peut-être des entreprises et des personnes qui ont vécu ça dans des conditions différentes également. Vous voyez, pour certains, c'était la notion de cocooning, la notion de prendre du temps, puis d'autres, au contraire, c'était la notion d'urgence, et peut-être on se rapprochait plus du Shadok évoqué tout à l'heure. Il y a une question là, j'avoue que je ne suis pas hyper fan des questions de genre… Marie-Louis, oui, pour moi. Je t'interromps juste 2 secondes pour reprendre ce que tu dis. Oui. Moi, je me suis lancé dans l'essai de synthétiser ce que tu as dit. Vous m'arrêtez, oui. Moi j'ai vu 4 axes. Le premier, c'était ce que tu disais sur l'irréel, le surréaliste, la sidération, le vertige. C'était clairement… Tout à fait. Le deuxième, c'était à l'inverse, plutôt le cocooning ou la pause. Exactement. Pour reprendre tes mots aussi. Le troisième, c'était plutôt l'endurance ou au contraire la course, en tout cas l'adaptation à. Résilience. Et le quatrième, c'était plutôt je me regarde pas moi, je regarde le business, opportunité,
ou innovation. Voilà pour résumer un peu l'ensemble des choses. C'est une vision. Dans tous les cas, moi, ce que ça m'a évoqué en les lisant, et pour rebondir aussi par rapport à ce qu'a dit Benoît, et parce que je l'ai ressenti comme ça, quel que soit ce qu'on ressent, en fait, il faut être au clair avec soi-même pour pouvoir y faire face et se dire, bon, ok, et donc moi, comment je mets quelque chose en route pour pouvoir accompagner ce que je ressens ou ce que j'ai envie de faire. Et c'est pas facile du tout. Moi, je me suis mise au yoga, par exemple. Je sais encore pas pourquoi j'ai fait ça, mais je sais que ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien et que c'est le moment, voilà. Et j'ai eu besoin de ça parce que sinon, moi aussi, j'étais hamster dans la roue. Hein. En fait, oui, voilà, ça a arrêté la roue de tourner, je crois, le yoga. Mais la résilience qu'on a, enfin, la connaissance de soi, elle est fondamentale dans ces moments-là. Pardon, Marie-Louise, je t'ai interrompu, excuse-moi. Ah non, tu m'as interrompu, mais sur une question. C'est vrai que je ne suis pas très versé sur les questions dites de genre, ce que pensent les hommes, ce que penseraient les femmes. Et je dis déjà erré. Et là, j'ai une première question de notre ami Frédéric de Lyon qui nous disait, voilà, est-ce que le fait qu'il y ait plus de femmes, en tout cas dans des parcours de direction, et on ne peut que s'en réjouir, qui sont sur ces périmètres de management avec de nombreuses équipes. Est-ce qu'il y a un rapprochement avec le fait qu'on parle de plus en plus de care? Et là, il y a quelques instants, la question a également été posée. Donc, Benoît, je te la donne, cette question. Enfin, le care, tu sais que je me régale avec cette question. Serait-il qu'une affaire de femmes? Oui, j'ai envie de dire oui, mais malheureusement. Oui, en fait, il y a une étude de recherche qui a été menée récemment qui a montré une corrélation très forte entre l'implication des femmes versus des hommes en fait dans les démarches de RSE. Et en fait, plus vous êtes une femme, si je puis dire, enfin les femmes sont plus engagées que les hommes en fait dans les démarches d'engagement social. Plus vous êtes une femme. Est-ce que tu peux m'expliquer cette expression? Oui, non, mais attends. Je prépare un making-of. C'est la part féminine de chacun. Et en fait, c'est intéressant parce que ça montre qu'on a tellement en fait distillé finalement cette logique du care, le care étant associé historiquement au travail de la femme et à la notion de maternité. Et donc, nous continuons à grandir dans une culture qui associe l'homme plutôt à la sphère des affaires et à la sphère, on va dire, hors de la maison. Et la femme plutôt à des valeurs et à des attitudes et à des tâches plutôt liées aux valeurs domestiques et à la sphère privée. Eh bien, comme on continue à baigner, quoi qu'on en dise, dans cet univers culturel-là, eh bien, les femmes se sentent beaucoup plus, comment dirais-je, encouragées, sentent une pression sociale d'une certaine manière beaucoup plus forte à être dans ces formes d'engagement sociétal. Et donc, oui, moi je pense, comme d'autres, que le fait que les femmes, peut-être dans leur mode de management, soient peut-être un peu plus inscrites dans le care, parce qu'elles ont aussi cette représentation, quoi qu'elles en disent, parce qu'encore une fois, on baigne dans cet univers culturel-là, d'associer finalement la féminité à un certain nombre de valeurs et d'attitudes, et donc de s'inscrire en fait dans ce type de… Et c'est justement contre ça que l'éthique du care est née. Je l'ai dit rapidement, elle est née d'une réflexion féministe aux États-Unis, qui justement consistait à attaquer cette notion consistant à dire le care c'est un truc de femme. Non, le care et la notion de soin, ce n'est pas une éthique féminine, et elle s'est toujours d'ailleurs inscrite en faux, Carol Gilligan, avec ça. On a malencontreusement interprété sa théorie consistant à dire l'éthique du care, c'est l'éthique des femmes. Ce n'est pas vrai, elle n'a jamais dit ça. Mais effectivement, parce qu'encore une fois, culturellement, et toutes les représentations que nous avions construites, et ça remonte à des siècles, d'accord ? Toute la philosophie morale s'est construite d'ailleurs là-dessus, et la répartition des travails, et pourquoi les infirmières, les puéricultrices, vous voyez, je parle au féminin, hein, et on pourrait comme ça, les femmes de ménage, etc., sont à plus de 70 ou 80% des femmes, et en particulier parce qu'on a construit cet univers mental dans lequel, eh bien, en tant qu'homme, je me destine plutôt à, en tant que femme, je me destine plutôt à. Voilà. Donc, c'est oui, mais malheureusement, parce que c'est bien encore la preuve de l'empreinte en fait de cette marque culturelle. Marie-Louise, je suis désolé, je vais jouer le gardien du temps, il est 15h. C'est parfait. Et du coup, on a le tout beau slide qui arrive pour la suite, si j'ose dire. On a évoqué tout à l'heure 4 autres conférences qui vous sont proposées donc, dans ce cycle organisé avec GEM. Voilà, les cordonniers sont les plus mal chaussés. On organise côté GEM et côté Amarc un grand nombre d'événements, mais vous trouverez le plus simplement du monde le lien, non pas sur nos sites respectifs peut-être,
mais sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller sur le LinkedIn de GEM ou sur le LinkedIn de la marque. Et là, vous trouverez, je crois, c'est sûr, vous trouverez dans les derniers posts ou le dernier post, le lien qui vous mènera à la conférence, notamment qui sera animée par Daniel et la Maïf. On a beaucoup parlé de care, c'est le moins qu'on puisse dire. On a surtout parlé aussi des soignants. Les soignants, c'est un sujet qui sera aussi embarqué à travers la deuxième conférence avec Alenvie, qui est une entreprise extrêmement singulière et intéressante dont vous avez pu entendre parler et qui justement a beaucoup misé sur cette notion plus que de l'empowerment, mais même de la subsidiarité pour permettre aux aides-soignantes d'être en pleine capacité de faire et d'agir au plus juste par rapport aux situations qui leur sont données de vivre. Donc, à bientôt sur ces prochaines dates. Quoi qu'il en soit, merci à nos deux intervenants merci de nous avoir Benoît, consacré merci du temps. Christelle. Merci beaucoup. Et puis, à vous tous participants, merci. À bientôt, à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à y convier également vos équipes. Merci beaucoup et bon après-midi. Au revoir.